Bienvenue dans le podcast Relentless numéro 36. On se retrouve aujourd'hui avec Léopold Sapé, préparateur mental, qui nous accueille dans son cabinet, du coup. Tout à fait. Déjà, je te laisserai te présenter en quelques mots, Léopold, pour les gens qui ne te connaissent pas. Merci à Flo, merci Adrien pour l'invitation. Oui, on se retrouve du coup ici à Bourgoin-Jallieu, dans mon cabinet, dans lequel du coup je fais venir mes sportifs avec lesquels je collabore. Comme il l'a dit, je suis préparateur mental. Ça consiste en quoi ? Travailler sur les qualités mentales des athlètes pour chercher justement de l'optimisation sportive ou développement du bien-être, tout simplement. Ok. Donc, première question qu'on se pose pour rester dans la présentation. À la base, l'attrait pour la préparation mentale, toi, il te vient d'où ? C'est une passion que tu as eue comme ça ou toi-même peut-être une carence que tu pouvais avoir ou... C'est une très bonne question. Moi, du coup, de par mon parcours en jeune, j'étais pratiquant de sport de haut niveau, notamment dans le football, où j'ai eu la chance d'intégrer du coup le centre de formation de Bourg-en-Bresse, où on évoluait à 17 ans, à 19 ans, quasiment au meilleur niveau France nationale. À ce moment-là, du coup, on se retrouvait avec des coéquipiers qui venaient de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pratiquer le football à haut niveau. Et durant ces 3 années de centre de formation, exactement de sport-études, classe à horaire aménagé, il y avait beaucoup de profils qui ont arrêté en cours de route, n'arrivaient pas à suivre soit le double projet sportif, projet scolaire, soit manquer de motivation, le fait de sortir loin de chez eux pour pratiquer leur discipline sportive, et des fois d'autres comportements comme la difficulté de gérer l'échec, gérer les émotions, gérer le stress avant la compétition, qui fait qu'au final ils ont tous eu des trajectoires des fois qu'on ne pensait pas envisager pour eux, pour leur profil. Donc quand j'ai eu mon bac à Bourg-en-Bresse, je me suis tout de suite intéressé sur la performance sportive. Donc j'ai décidé de faire une licence entraînement sportif à la faculté de sport de Grenoble. Et c'est là que j'ai découvert du coup l'aspect psychologique, l'aspect mental de la performance, qui comme le reste se développe, s'entraîne. Et là je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller chercher, à aller creuser pour en savoir davantage et pour pouvoir peut-être moi demain aider des jeunes joueurs qui sont dans la même situation que d'autres coéquipiers que j'ai eu par le passé. Et donc je suis descendu à Montpellier faire le seul master dédié à 100% sur la préparation mentale de France. Ok, donc justement j'allais te lancer sur le background éducatif tout à l'heure. En off, on discutait que c'était pas forcément très réglementé la préparation mentale. C'est ça, exactement. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas protégée, c'est pas un titre qui est protégé par la loi. C'est-à-dire que n'importe qui peut se dire préparateur mental, sans diplôme, sans expérience, sans rien. Demain, mon boulanger peut dire je suis préparateur mental et proposer des séances de préparation mentale individuelle au même titre que moi, ce que je propose aujourd'hui. Donc par rapport à ça, les choses sont en train d'évoluer, notamment grâce à la SFPS, la Société Française de Psychologie du Sport, qui est la première société savante en préparation mentale, qui est composée de beaucoup d'enseignants en psychologie du sport, beaucoup d'experts en préparation mentale, beaucoup de pratiquants, de préparateurs mentaux comme moi, qui font en sorte de faire bouger les choses au niveau justement du ministère des Sports, au niveau de toutes les organisations qu'on peut avoir, les organisations comme les fédérations françaises, etc., pour structurer ça, faire en sorte de, aujourd'hui, avoir 3 critères pour pouvoir être validé comme un préparateur mental reconnu. Un parcours, un cursus universitaire, soit un master de préférence, soit certaines expressions pour des diplômes universitaires, uniquement ces modules-là, des années d'expérience et aussi une validation sur la déontologie et sur l'éthique, qui est quelque chose qui peut poser des fois des problématiques pour d'autres personnes pas du tout formées en préparation mentale. D'accord, ok. Et du coup, pareil, on en a discuté en off tout à l'heure, tu peux développer un peu sur le type de clientèle que tu peux avoir. Est-ce que c'est que des sportifs ou est-ce que tu as de l'extra sportif ? Ouais, du coup moi depuis 2019 je suis diplômé, du coup j'ai lancé mon activité tout dans la foulée, donc en décembre 2019. Là ça va faire on va dire un peu plus de 5 ans que je suis à mon compte. La plupart du temps ça reste des sportifs
pratiquants de sport à tout niveau. Donc que ça soit du niveau régional, même des fois du niveau loisir, à du niveau du coup international, à du niveau professionnel. Donc je vais vraiment avoir tout cet éventail-là. Pareil en termes d'âge, c'est assez varié. Je peux commencer avec des très jeunes qui vont avoir une dizaine d'années, à des plus expérimentés qui vont avoir 50, 60 ans et plus. Donc on a vraiment cette démographie assez large là-dessus sur les sportifs avec lesquels je travaille. Après je vais avoir aussi, on va dire, un gros tiers qui va comprendre les étudiants. Je bosse beaucoup avec des étudiants, que ça soit pour travailler directement sur les qualités mentales des étudiants, ce que j'ai fait longtemps pour le Crous, où je collaborais avec eux pour préparer la période des examens, pour les mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Pour d'autres organismes de formation qui font passer des titres professionnels, comme par exemple des BPGEPS, c'est le cas notamment de Formapi à Bourg-en-Bresse, de l'IPMS récemment à Lyon, mais également des CREPS comme Vallon-Pont d'Arc en Ardèche, où là je vais plutôt intervenir dans des modules de formation pour expliquer, sensibiliser, présenter les théories autour de la préparation mentale, leur donner des retours d'expérience que je vis sur le terrain pour les aider du coup à performer en tant que futurs professionnels dans le métier sportif. Et dans le cursus du coup de formation, de préparation mentale, il y a une différenciation qui se fait entre les publics ou pas? Parce qu'il y a des cours pour les non-sportifs, pour les sportifs de haut niveau peut-être, parce que j'imagine que, je sais pas, vous êtes éveillé à des différences ou... Enfin, je sais pas si... Ça va surtout se faire en termes de discipline, en discipline sportive. Ah, ok. Donc, par exemple, l'IPMS, où c'était plutôt des BPGEPS en lien avec des métiers autour de l'aspect athlétique, comme la force. Dans la promotion, il y avait beaucoup de futurs préparateurs physiques, de powerlifters, de bodybuilder, comme on avait pu l'échanger en off. Là, l'idée, c'est plutôt de leur cibler sur ces thématiques-là, leur dire, ok, moi, j'ai travaillé avec des sportifs de cette discipline, voici les caractéristiques que j'ai pu observer, voici les caractéristiques que j'ai pu du coup tester, mettre en application avec eux, et voilà ce que ça a donné. Plus dans ce sens-là, parce qu'après, pour te dire, moi, ma façon de fonctionner avec un amateur, en semi-pro ou en professionnel va rester sensiblement la même. La seule différence, c'est que ça aura entre guillemets plus d'impact. Un professionnel, ça va impacter directement son activité principale, alors qu'un amateur, ça va être un peu plus secondaire dans le sens professionnalisation de la discipline. Mais après, moi de mon côté, j'ai toujours la même méthodologie que je vais adapter. Ça va être toujours des séances sur mesure. Et après, ça sera par rapport au retour que le sportif va me faire. S'il veut plus d'investissement, donc une fréquence plus élevée de séances. S'il veut moins de fréquence par rapport à ça, tout va dépendre après de l'investissement qu'il veut mettre en place là-dessus. Mais après, mon cadre reste le même. Et là, à l'heure actuelle, ça fait combien de temps que tu pratiques du coup? On va dire, j'ai créé mon entreprise du coup décembre 2019. Le temps que je me lance, c'était plus de courant 2020. Donc ça fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans. Et j'imagine que tu as coaché tu as encadré un paquet d'athlètes. Ouais, là, j'ai fait les statistiques là, pour les nouveaux projets qui arrivent. En séance coaching individuel, au moins une séance et plus. J'ai quasiment accompagné plus de 100 athlètes différents, ce qui représente quasiment 20 disciplines différentes. Et après, je compte pas tous les clubs, tous les assos où à chaque fois je fais des interventions où il va y avoir 15 athlètes, 20, 30 et plus. Je compte pas aussi les groupes d'intervention comme par exemple les formations pour les BPGEPS, les entreprises aussi qu'on n'a pas évoquées mais avec lesquelles des fois je collabore, où là j'ai un groupe face à moi, vraiment en coaching one-to-one. Plus d'une centaine d'athlètes, 20 disciplines différentes, des titres de champion du monde, des titres de champion d'Isère par exemple, ou champion du village, qui sont tout aussi valorisants pour l'athlète et qui sont des projets différents. Ok. On a fait un bon tour sur la présentation, on a une bonne idée de qui tu es là et de ce que tu fais. On va rentrer de façon plus globale dans la préparation mentale. On aimerait avoir ta définition. Ouais. Comment tu définis la préparation mentale, ouais. C'est très intéressant. Si, pareil, de par mon cursus, vous le comprendrez au fur et à mesure du podcast, j'aime bien me baser sur des théories, sur de la science.
Celle qui fait l'unanimité en France, ça va être celle de Jean Fournier, qui décrit comme l'entraînement des habiletés mentales et des habiletés aussi d'organisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les habiletés mentales, c'est toutes les capacités mentales qu'on peut chercher à développer, à entraîner. Donc on peut retrouver de la concentration, de l'imagerie mentale, gestion des émotions, on peut retrouver plein de choses. Donc lui va définir ça comme l'entraînement de ces habiletés mentales pour faire 2 choses, pour développer le bien-être et optimiser la performance du sportif, tout en développant une chose, l'autonomie de l'athlète. Faire en sorte qu'on n'ait pas de rapport de bouée de sauvetage avec l'athlète, c'est qu'il soit capable de, en autonomie, réussir là où par le passé c'était un obstacle et il échoué. Donc l'idée c'est vraiment ça, le rendre autonome pour booster son optimisation de la performance et optimiser du coup son bien-être sportif. Tu as parlé de Jean Fournier, Ouais. c'est le nom que tu as cité. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs écoles en préparation mentale? Il y a est-ce qu'il y a différentes visions? Tu vois, Ouais. comme dans l'entraînement, il pourrait y avoir différentes visions entre les coachs. Est-ce qu'en préparation mentale, c'est pareil ou est-ce qu'il y a une vision globale? Aujourd'hui, tu vas quand même avoir cette vision académique avec justement tous les enseignants-chercheurs, notamment Jean Fournier, du coup, qui est un enseignant-chercheur dans la région parisienne, qui a bossé longtemps pour l'INSEP à Paris. C'est une vision vraiment très académique, basée du coup sur un référentiel scientifique, qui a permis du coup à développer énormément la formation via des masters pour vraiment avoir quelque chose de diplômant. Après, tu vas avoir beaucoup aussi de DU qui vont être en collaboration aussi avec des universités, donc on va rester sur ce cursus universitaire. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le monopole, qui représente le plus gros paradigme de pensée, avec du coup la SFPS, parce que du coup, c'est les mêmes personnes ou des personnes qui ont des connexions qui font partie des demandes. Après, il y a des personnes qui gravitent autour, qui sont parfois remis en question, notamment sur des méthodologies, sur des fois des méthodes autour de la préparation mentale qui n'ont pas de cadre scientifique et qui sont du coup contestées, remises en question par les personnes issues de parcours universitaires. Alors ça m'intéresse, quand tu dis qu'elles n'ont pas de cadre scientifique, qu'est-ce que tu entends par là? Là c'est très intéressant. Là récemment il y a un groupe de chercheurs qui s'appelle Colbrain qui a sorti une série de posts LinkedIn également sur Instagram qui évoquent du coup la différence entre science ou la pseudo-science. Et en fait, certaines de ces méthodologies n'ont pas d'études, ne sont basées sur aucun article scientifique, n'ont pas du coup de cadre de science prouvé et par rapport à ça vont quand même proposer des accompagnements basés sur des choses qui ne sont pas factuelles, n'ont pas été testées, n'ont pas été testées dans différentes conditions scientifiques pour être validées et pour être du coup dans un cadre scientifiquement acceptable pour pouvoir les tester. Et du coup, je suis curieux parce que je voulais te lancer là-dessus, mais à quel point sur la partie prépa mentale, à quel point la recherche scientifique est développée? Est-ce qu'il y a beaucoup de données sur le sujet ou est-ce que c'est... Enfin, j'ai aucune idée moi là-dessus. Il y a beaucoup de données. Beaucoup de données qui peut dater d'il y a très longtemps et des choses aussi qui sortent là récemment. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de données. L'importance du coup d'utiliser cet apport scientifique, ça va être premièrement d'avoir un cadre de jeu. Par exemple, moi quand je travaille avec des powers, de me dire là, j'aimerais du coup tester ou progresser sur, par exemple, le niveau d'activation de mon athlète. Dans ce cas-là, je pourrais, de par mon feeling, de par mon ressenti ou de par mon vécu en tant que power, me dire je mets ça en place ou je ne mettrai pas ça en place, mais en pensant que, juste en se basant sur des hypothèses de mon vécu. Avec le cadre scientifique, ça me permet de pouvoir déjà avoir plusieurs échantillons, de pouvoir voir ce qui a été testé, de pouvoir des fois mieux comprendre des éléments sous-jacents de ce phénomène, pour après me dire, là peut-être je touche du doigt quelque chose, là peut-être je vais dans la bonne direction, et de pouvoir quand même tester, mais tester en ayant derrière des arguments, une méthodologie et des pistes de réflexion en lien avec ça. Et de pouvoir même des fois s'inspirer d'autres sports. On parlait par exemple de ce niveau d'activation. Ça peut être intéressant des fois de se baser sur des sports comme la précision ou qu'on peut retrouver comme le golf. On va pouvoir connecter un peu les deux, de se dire on a besoin d'un certain niveau d'activation. On n'est pas sur une activité tout le temps dynamique. On va être comme un peu le golf. On va faire justement un swing, marcher pendant 5, 10 minutes, 15 minutes peut-être, revenir à la balle,
refaire de nouveau un shot. Et ça, c'est des thématiques, des critères, des variables qu'on va retrouver en force athlétique. Tu vas par exemple extrapoler les recherches spécifiques qui ont été faites sur un sport avec un autre auquel tu as trouvé des similitudes. Et en fonction de ça, tu vas appliquer X ou Y méthode avec laquelle tu as de l'expérience, par exemple. Deux choses. Soit je vais juste apprendre des choses sur le phénomène. Donc par exemple, mon athlète me dit qu'il est stressé avant sa compète de power. M'intéresser sur le stress. Dans ce cas, je vais lire des revues scientifiques sur le stress. Et notamment, on peut penser à Lazarus et Folkman, qui sont les experts, les scientifiques qui sont les plus calés là-dessus. Donc dans ce cas, je vais lire leur ouvrage. Lire peut-être d'autres personnes qui ont cité Lazarus et Folkman sur des théories et des phénomènes explicatifs, donc pour avoir des modèles scientifiques, pour savoir comment fonctionne le mécanisme et pour voir un peu les leviers. Ou également, je peux lire du coup des études de cas qui ont fonctionné, qui ont été mis en place, qui ont été testés sur des disciplines. En power, en France, on n'en a pas énormément, on en a plus sur l'aspect haltérophilie, mais de pouvoir se dire, ok, je sélectionne 2-3 sports dans lesquels je retrouve la même dimension que je veux étudier, et je trouve un protocole qui a été testé pour améliorer quasiment la même chose que moi. Je vais améliorer le niveau d'activation de mon athlète, peut-être je vais lire dans un sport de combat comment ils font pour améliorer le niveau d'activation des athlètes, par exemple, etc. etc. Tu viens de mentionner 2 références là, Lazarus et Folkman. Ouais. C'est basé, enfin, leur travail, il est basé uniquement sur l'aspect psychologique, ou ça c'est pour mon information personnelle, mais ou est-ce qu'il y a également une partie sur l'aspect physiologique du stress, qu'est-ce qu'ils ont Les deux. D'accord. Les deux, Lazarus et Folkman, ils vont beaucoup te parler de ce que c'est le stress. Donc ils vont te le définir, ils vont te définir ça comme un déséquilibre entre deux choses. Les demandes de la tâche que tu dois réaliser versus les ressources que toi tu as pour la réaliser. Et même pour aller plus loin, c'est la perception des demandes de la tâche versus tes perceptions des ressources que tu as pour les faire. Autrement dit, Adrien doit réaliser par exemple un squat à, je sais pas, 250. 250. Il sait que du coup, par rapport à ça, il va avoir besoin de ressources particulières pour les avoir. Ressources peut-être internes, physiques, peut-être ressources internes, psychologiques, peut-être ressources externes avec d'autres choses, etc., etc. Il va mettre dans son cerveau, ça va faire un calcul très simple entre cette perception qu'il a à l'instant T versus les perceptions des ressources qu'il a. Aujourd'hui, il fait chaud. Je me sens peut-être moins en forme. Mon dernier squat, peut-être, je ne l'ai pas très très bien réussi. Peut-être le dernier que j'ai fait à cette charge-là, ça remonte il y a très longtemps. Peut-être j'ai peut-être plus les cannes pour le faire, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Si la balance est à l'équilibre, tout va bien. C'est ce qu'on peut appeler presque un stress positif, qui n'est pas prouvé scientifiquement, mais qui parle plus dans le jargon des sportifs, il l'utilise assez facilement, un stress qui va les galvaniser. Mais si par exemple il a trop de demandes de la tâche versus ses ressources, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer du coup un déséquilibre. Et ce déséquilibre va du coup lui générer du stress. C'est ce que Lazarus et Folkman ont démontré, et derrière ils se sont focalisés sur les stratégies de coping. Coping qui peut se traduire par stratégie pour faire face à ce stress. Ils en développent plusieurs. Un bouquin à référence à partager. Enfin, ils ont écrit un livre ou toutes les études, tu peux les trouver facilement. Lazarus, tu les trouves facilement. Ok, mais ils n'ont pas écrit un bouquin ou quelque chose comme ça. En fait, c'est souvent ce qu'on me demande. On me dit, ouais, Léo, t'as pas des livres à me conseiller? Je lui dis, non. Il y en a beaucoup qui me disent, j'ai lu la Bible de la préparation mentale, par exemple, etc. J'ai trouvé ça top. Je dis, moi, c'est des livres, je les lis pas, c'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, mon kiff, c'est de regarder des études scientifiques, de taper certains noms de chercheurs et de pouvoir justement lire leurs articles. Donc, c'est moins glamour, mais par contre, c'est plus concret, ça me parle plus. Et c'est ce sur quoi j'ai été formé aussi par rapport à ça. C'est moins de la vulgarisation, c'est moins accessible. Par contre, moi, je vais pouvoir aller chercher l'information qui m'intéresse. Et sur ces stratégies de coping, du coup, ils vont te parler vraiment de stress somatique, relié au corps, et du stress cognitif, relié beaucoup plus à l'aspect mental, psychologique. Du coup, prochaine question. Alors, j'avais une question par rapport à ce que tu mets en place dans tes séances et en force, en préparation physique en général. On parle beaucoup de surcompensation. Est-ce qu'il y a des phénomènes similaires quand tu fais faire un exercice à un athlète, par exemple? Est-ce que tu as des processus similaires qui viennent se mettre en place?
Toi, tu parles du pic de surcompensation. Exact. Après un travail, du coup, on a une phase de régénération qui va nous permettre d'avoir des effets bénéfiques et du coup d'avoir une performance supérieure. Yes, exactement. Souvent, moi, ma méthodologie, elle se base sur 3 étapes. Une phase de diagnostic, où ce diagnostic, on va se baser encore une fois sur des tests scientifiques. Au même titre que en athlète de n'importe quelle discipline, on peut lui faire passer des tests de souplesse, tests de force, tests d'endurance, ce que tu veux. Moi, j'ai fait la même chose avec des tests mentaux. Donc aujourd'hui, il existe 2 tests, l'OMSAT et le TOPS. Moi, je me base beaucoup plus sur le TOPS que je préfère pour pouvoir justement avoir une photo à l'instant T avant de démarrer ma méthodologie, ma programmation avec l'athlète, pour avoir du coup son référentiel. Je couple ça durant le diagnostic avec des entretiens pour pouvoir savoir exactement quelles habiletés on va venir travailler, de quelle manière, à quelle fréquence, pour qu'après, je sache exactement quelle séance, avec quel rythme je peux proposer pour avoir du coup une surcompensation d'un point de vue mental là-dessus. Ensuite, la phase 2, c'est la phase de travail, d'entraînement. Souvent, cette phase, elle va être basée sur de la psychoéducation, qui est le fait d'expliquer la théorie, d'expliquer les phénomènes, les méthodologies, de manière à comprendre les composantes sous-jacents, de faire des exercices, de pouvoir tester, donc des exercices avec des audios, physiquement, des techniques de respiration, plein d'éléments pour pouvoir les tester. Lui, les reproduit. Et après, la 3e étape, c'est une fois qu'il a progressé sur les habiletés mentales qu'on avait ciblées, on va venir faire repasser les tests, voir là si on a bien progressé. Le but, c'est qu'à la base, il va avoir peut-être des gros axes d'amélioration pour aller atteindre son potentiel, qu'à la fin, on ait justement un profil qui est beaucoup plus harmonieux. Souvent, moi, je le présente à travers un diagramme, un peu une toile d'araignée avec le scoring sur les items de 1 à 5. Et le but, c'est que ça soit le plus possible entre 4 et 5 pour bien montrer l'évolution par rapport à ça. Voilà, et après aussi sur cette phase 3, on met en place les routines pour les rendre du coup tout de suite opérationnelles pour l'entraînement et ou pour la compétition. Pour bien souvent atteindre une performance qu'on a ciblée et qu'on a cherché à préparer durant l'accompagnement. Et tu peux revenir sur les 2 types de tests que tu as énoncés Le premier, c'est l'OMSAT. Donc OMSAT, Ottawa Mental Skills, etc. Vous retrouverez la ref sans problème, de Durand-Bush. Donc c'est un test scientifique de Canadiens, franco-canadiens, qui est du coup protégé par les auteurs. Donc celui-ci, logiquement, on n'a pas le droit de pouvoir l'utiliser parce qu'il est protégé par les auteurs. Il permet de mesurer beaucoup d'habiletés mentales et il les dissocie en 3 types d'habiletés mentales. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la préparation mentale, ça peut faire beaucoup de qualités mentales à développer et ça peut être un peu compliqué. Il y a par exemple les habiletés de base, d'autres habiletés mentales, donc ça fait déjà des groupes et des sous-groupes, donc ça peut être déjà compliqué. Le TOPS, c'est un autre de Smith qui est beaucoup plus concis, beaucoup plus simple. Le test de base, il a 64 items. Il a une traduction qui a été validée en français que moi je réutilise. Qu'est-ce qu'un item ? Un item, ça va être, en fait, le test, c'est par exemple la phrase est-ce que j'ai du mal à m'activer, à me hyper quand je me sens mou ou mal. Ouais, c'est ça. Okay. Et toi, du coup, tu vas remplir une échelle de Likert de 1 à 5. 1, je suis tout à fait d'accord avec l'item, ou 5, pas du tout d'accord avec l'item. C'est souvent même l'inverse. Et ça a quelque chose à voir avec l'araignée que tu parlais, dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui mesure, c'est comme ça que tu mesures la progression. Exactement. Et du coup, cette araignée, elle est personnalisée en fonction de chacun. C'est ça, parce que du coup, c'est ces résultats au test. Au même titre que on s'amuserait à prendre vos plis, par exemple, de masse grasse, chacun aura du coup des plis différents par rapport à votre Et c'est comme ça que tu mesures la progression. Ouais, le diagnostic, du coup, je mesure la progression. Déjà, l'état photo initial, photo finale, donc je peux mesurer la progression de cette manière-là. Et après aussi, tu peux mesurer la progression avec 2 autres éléments. Le ressenti, aussi bien des coachs, vous, ressenti aussi de l'athlète. Et l'autre aspect aussi, c'est la performance pure. Est-ce qu'on est capable de réaliser une perf qu'on n'était pas capable de faire il y a quelques mois avant le début de l'accompagnement ? Mais ça t'arrive
pour un athlète, par exemple, tu as ta prise en charge initiale avec ton diagramme, tu vois que là, il a ses forces, ses faiblesses, j'ai bien compris comment tu... Axe d'amélioration même, pour être exact. J'utilise plus le terme de axe d'amélioration que faiblesse. Ok, bon, il a ses axes d'amélioration, du coup, tu vas travailler dessus. Est-ce que à un moment donné, dans ton process, tu fais retester les items à l'athlète en question pour réétablir un diagramme et dire tiens regarde là on s'est rééquilibré ou... Non, c'est vrai que je pourrais le faire pendant. Bien souvent, je le fais surtout à la fin pour permettre justement de montrer à l'athlète l'évolution qu'il a eue positive par rapport. Quand tu finis le travail avec l'athlète, tu le refais. Ouais, exactement. Par exemple, avec les athlètes de la team Relentless, ils ont pu voir leur diagramme au début, ils ont pu le voir aussi à la fin, et ils ont pu voir justement les progressions. Et pareil, inversement, si on a souvent, moi, comme on disait, je fais en sorte de les rendre autonomes, donc ça peut arriver que sur des périodes très longues, 6 mois, 1 an, on ne collabore plus ensemble et qu'on recollabore ensemble par la suite, de leur refaire passer le test. Et ça peut être intéressant de voir que peut-être ces items-là, soit ils se sont conservés, soit ils ont eu une régression par rapport à ça. Donc le but après, c'est de les redynamiser pour constamment avoir le diagramme le plus harmonieux, le plus développé possible. Et là, du coup, dans ton process, ta vocation à garder les athlètes, mettons que je ne connaisse pas du tout ta façon de travailler, ta vocation à garder les athlètes tout le temps, ou c'est quelque chose de périodique, et où, parce que là tu parles que les athlètes travaillent avec toi, puis peuvent te ressolliciter 1 an plus tard, donc en fait, comment ça se passe, et également, est-ce que une fois qu'on a travaillé avec toi, l'athlète devrait être capable d'être autonome? Est-ce que ça devrait être normal que l'athlète soit capable d'être autonome à vie, ou est-ce que ça puisse demander du travail supplémentaire? Si tu peux développer... Du coup, 3 questions en une. La première, oui, c'est normal que du coup, moi, je développe cet aspect d'autonomisation des athlètes. Bien sûr, comme on l'a dit, d'un point de vue déjà déontologique, c'est pas d'avoir un rapport de dépendance avec l'athlète. C'est comme par exemple, toi, si tu leur apprends à faire par exemple un squat pour des personnes, j'imagine qu'au fur et à mesure, elles sont censées être capables d'intégrer les apprentissages pour pouvoir être capables de reproduire le squat, même si tu n'es pas là. Et notamment, c'est ce qu'on évoquait, c'est bien qu'on soit là en compétition, même si on n'est pas là en compétition, l'athlète est censé être capable de faire les choses et les reproduire sans problème. Nous, d'un point de vue déontologique, on doit faire en sorte que l'athlète puisse réutiliser les outils en totale autonomie, sans avoir obligatoirement notre interaction qui vient confirmer ça, ou qui vienne valider ça, ou pas de lien de dépendance. C'est pour éviter surtout en France les dérives qu'il y a pu avoir avec des gourous qui du coup installaient des façons de penser par exemple à certains athlètes et qui obligeaient presque leur présence pour la performance. Donc ça répond à la première question. Et après, ouais, tout à fait, du coup, à partir de là, moi je fais en sorte, on me sollicite pour une demande, une problématique, que je vais valider ou non avec le diagnostic que je vais faire au début. On va travailler jusqu'à valider cette demande, cocher toutes les cases qu'on a souhaitées au début, faire l'échéance, et après, bien sûr, s'il doit y avoir une période, moi c'est tout à fait ok, et ça me permet même de valider le fait que, ok, si l'athlète part, l'athlète travaille du coup en autonomie tout seul, ça veut dire que j'ai réussi à lui enseigner les choses que je voulais, qu'on a réussi à progresser sur les choses qu'il avait besoin de progresser, et ce qui était limitant par le passé, un frein, devienne aujourd'hui un levier de performance. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et après, la troisième question, c'était, oui, c'est tout à fait normal, et on va peut-être me ressolliciter quelques mois, quelques années après, peut-être parce qu'on est sur une dynamique totalement différente, peut-être qu'on a... Moi, on m'a sollicité peut-être pour ces premiers championnats de France. Peut-être au bout du 5e, on va avoir besoin encore de moi pour une totale autre. Peut-être c'est manque de motivation. Peut-être cette fois, c'est pas juste participer au championnat de France, mais c'est peut-être gagner les championnats de France. On peut me solliciter pour d'autres aspects, d'autres demandes, d'autres choses très intéressantes. Donc ça dépend de l'évolution, quoi. Là, tu parles de compétition. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une forme de périodisation dans ton travail, dans le sens où il y a du travail qu'on peut faire très loin de la compétition, peut-être avec plus de charge de travail, et après une période plus spécifique, si je fais encore un lien une fois encore avec
Bien sûr. La programmation, pardon. Tout ce qui va être, par exemple, sur le stress, si on prend ça, ça nous permet d'avoir un exemple. Tout ce qui peut être compréhension du stress, ça peut se faire à tout moment dans la saison. On vient de finir une compétition, on est sur du hors-saison, on est avant la compétition. On peut faire cette introspection et savoir pourquoi je suis stressé, qu'est-ce qui me stresse dans la compétition. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand. Sur une phase un peu plus d'affinage, un peu plus plus on se rapproche de la compétition, plus ça va être intéressant déjà de maîtriser des outils. Maîtriser des outils pour arriver à canaliser ce stress, qu'il soit somatique, qu'il soit du coup cognitif, de pouvoir se dire ok, là j'ai besoin d'outils plus pour arriver à le maîtriser. Alors que sur du hors-saison, on ressent peut-être moins du stress, ça peut être juste intéressant de faire une phase d'introspection pour qu'après on ait des outils qu'on va pouvoir tester sur une période particulière, peut-être un mois avant la compétition, où on sait que le pic d'anxiété va augmenter au fur et à mesure jusqu'à l'échéance, de se dire ok, là je commence à m'entraîner sur des techniques de respiration, m'entraîner peut-être sur la pleine conscience, m'entraîner peut-être sur d'autres choses pour me permettre de gérer mon stress. C'est le travail que tu fais en prépa mentale là, tu considères que c'est une forme de stress supplémentaire pour l'athlète ou pas? Comment tu... Si stress, tu le définis comme une contrainte extérieure dans sa performance, on pourrait dire oui dans ce cas-là. Parce que ça rajoute... Enfin, ça peut bénéficier à l'athlète, mais c'est un rajout, c'est quelque chose que l'athlète doit faire en plus. Oui et non. Sachant que oui et non pour deux raisons. Non, parce que souvent, ils essaient déjà de le mettre en place, des fois par eux-mêmes, des fois de manière un peu maladroite. Donc en fait, moi je reviens juste et c'est comme une table qui va être désordonnée. Je reviens juste en fait mettre un coup de ménage, réordonner les choses pour que ce qu'ils tentent de mettre en place sur leurs temps déjà qui sont dédiés, on a juste à le réoptimiser pour qu'au final ça aille tout droit sans que ça déborde et que ça se disperse. Et oui, parce que oui, moi je vais quand même considérer que c'est un entraînement de la performance sportive et dans ce cas-là, ça va nécessiter du coup une assiduité, une répétition et du coup du temps de travail par rapport à ça, qui peut du coup s'insérer en plus des séances, mais qui peut aussi s'insérer durant la séance. Des fois, on a des athlètes sur des séances de 2 heures et plus, il y a peut-être du temps qui peut être optimisé. Des fois, moi je leur dis, on peut l'optimiser à ce moment-là. Que ça soit écouter par exemple un audio de relaxation, ça peut être intéressant de le faire peut-être sur le warm-up au début par exemple, ou sur le retour au calme à la fin, peut-être même à la fin du renfo, ça peut être des back-off, ça peut être intéressant. Écoute un audio aussi sur le temps de trajet. Le gars il va passer peut-être 30 minutes dans les transports, plutôt que scroller sur les réseaux, il écoute un audio que je lui ai fait, ça sera bien plus bénéfique par rapport à ça. Donc là, ça ne sera pas en temps additionnel, ce sera juste de l'optimisation par rapport à ça. Ok. Et alors, je fais le pont tout à l'heure, là je t'ai parlé stress, tout à l'heure, dans le premier podcast qu'on a fait, je te parlais de la fatigue cognitive perçue que je pouvais percevoir par exemple en faisant des exercices mentaux, enfin de la préparation mentale entre guillemets à une certaine intensité. Est-ce qu'il y a des effets physiologiques connus sur le stress? Dans les recherches? Avec le stress ou pas forcément? Ouais, lié à la préparation mentale, sur le système nerveux, ou je sais pas, je suis pas du tout au fait des recherches dessus, du coup. Tu vas avoir deux trucs, tu vas avoir vraiment des choses en lien avec tout ce qui va être santé, tout ce qui peut être blessure. Par exemple, l'un des seuls facteurs qui a été démontré scientifiquement qui augmente le risque de blessure dans l'athlète, c'est un pic de stress ou d'anxiété. Donc ça, c'est des études qui ont bien été montrées, surtout là depuis le Covid. Tout ce qui est stress augmente le risque d'un athlète de se blesser. Que ça soit une petite blessure musculaire, que ça soit une fracture, ça peut être plein de choses. On va voir ça. Tu vas aussi avoir des pertes de performance d'un point de vue cognitif. Ça, c'est démontré récemment avec les études sur de la neuroscience. Donc, que ça soit du temps d'attention, que ça soit du nerveux sur de l'influx nerveux. Ça peut être décliné sur plein de choses. Globalement, on va avoir ça. Et après, sur de l'imagerie aussi, on va avoir aussi pas mal de process sur des schémas moteurs, sur des répétitions de gestuelles assez fines. Notamment, il y a une étude très connue sur de l'imagerie mentale, où on va être sur une tâche de piano, où en fait on a fait 3 groupes, comme d'habitude dans les études scientifiques. Un groupe où il devait apprendre une partition et la jouer uniquement physiquement. Un groupe où il devait juste l'imaginer, donc faire de l'imagerie pour l'apprendre. Et une tâche où on allait la faire physiquement, un certain temps, plus réduit que la première,
puis un temps d'imagerie, plus réduit que quand on faisait que de l'imagerie, et on mesurait à combien de temps les personnes réussissaient à apprendre du coup le morceau. Ouais. Le plus efficace entre l'imagerie et l'aspect physique, bien sûr que c'était l'aspect physique, l'imagerie au-dessous. Par contre, le combo gagnant, c'était de mixer physique avec l'aspect mental, où on avait quasiment 2 semaines d'avance sur les contenus d'apprentissage par rapport à quelqu'un qui faisait que physiquement la tâche de piano. Sur une tâche motrice très très fine là-dessus. Parce que comme on l'a dit dans le premier podcast, d'ailleurs vous pouvez le retrouver facilement sur mes réseaux, on a dit justement que la tâche fine, la tâche précise, comme ça venait mobiliser des aires cérébrales qui vont être presque similaires avec celles de l'imagerie mentale. Donc on peut en fait arriver presque à tromper notre cerveau, l'empêcher de faire la différence entre les deux, et donc l'entraîner sans avoir de dépenses énergétiques, mais juste l'entraîner en dépensant des ressources mentales, cognitives. Et j'imagine que, du coup, vu ce que tu dis, que tu prends un athlète qui est blessé, qui pourrait rien faire, entre ne rien faire ou faire de l'imagerie, sur des tâches fines comme ça, tu aurais limite des gains ou un maintien de tes qualités, par exemple technique, à faire de l'imagerie. Maintien des qualités, c'est ambitieux. Dans les études scientifiques, c'est une régression plus faible de ces ressources-là. Et ça a beaucoup été étudié. Bien sûr, les études, c'est souvent sur des sports assez connus où il y a un système économique, notamment dans le football avec les ruptures de ligaments croisés, incapacité de pouvoir pratiquer du coup la discipline de manière normale. Un athlète qui s'est blessé, arrêt total, immobilisation, ses performances sportives, donc musculaires notamment, c'est plutôt sa masse musculaire va faire comme ça. S'il fait de l'imagerie mentale, ça va descendre, mais beaucoup plus... même sur la masse musculaire. Exactement, masse musculaire. Et ce qui était intéressant, c'est pareil. On s'est rendu compte que sur les jambes, si tu stimules jambe droite, tu vas aussi avoir des gains sur la jambe gauche. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Et oui, du coup, l'imagerie, moi, je l'ai déjà testé plusieurs fois, notamment avec une rupture du tendon d'Achille d'un de mes athlètes. Donc, rupture totale du tendon d'Achille, qui nécessite du coup une opération, qui l'empêche du coup à pouvoir reprendre la marche, de lui proposer naturellement un protocole d'imagerie mentale, puisque ça a été validé scientifiquement pour d'autres pathologies, d'autres blessures comme ça, avec intervention chirurgicale au niveau du genou. Donc le protocole était assez simple. Première étape, on visualise du coup le schéma de guérison en imagerie mentale. Deuxième étape, on visualise du coup la reprise progressive de l'activité, donc là c'était juste de la marche, avant ou pendant que le kiné valide cette étape-là. Et après, troisième étape, du coup, on reprend l'activité telle qu'elle était avant la blessure, pour gommer, pour supprimer ou pour réduire toute l'appréhension qu'il pourrait avoir. Il se blesse sur une accélération, il pourrait avoir de l'appréhension pour faire une accélération. Au même titre que en force, on peut se blesser, par exemple, souvent c'est le squat, où je vais avoir des retours sur un peu plus de l'appréhension, parce qu'on a la charge au niveau du dos. Ça peut être quelque chose qu'on peut travailler en imagerie mentale pour gommer l'appréhension qu'on pourrait avoir là-dessus. Okay. Et du coup là, par exemple, mettons que un athlète se blesse, je sais pas, il se fait les 2 genoux, il se fait opérer, il peut plus squatter du tout. Le squat, il y a quand même une grosse composante technique au squat. Donc potentiellement, en faisant à la place, il peut pas aller faire ces 2 séances de squat ou ces 3 séances de squat hebdomadaires. Il pourrait prendre à la place, j'en sais rien le temps, mais un quart d'heure, une demi-heure, et juste faire de la visualisation, et potentiellement ça permettrait de maintenir à minima son skill technique, et du coup de revenir plus vite sur de la performance techniquement reprise. Et physiquement. En plus physiquement. Ça a été du coup beaucoup démontré pendant le Covid, où pendant le Covid, il y a beaucoup de disciplines ne pouvaient plus pratiquer, notamment comme on a dit, moi j'estime qu'il y a des similitudes entre le golf et la FA, et notamment les golfeurs ne pouvaient plus du coup aller pratiquer. Donc 2 possibilités, soit chez toi, tu as ton matos, tu as un grand filet, tu as un grand jardin, tu te régales, tu habites du coup en ville, tu peux pas forcément le faire. Là, tu vas avoir du coup l'incapacité de pouvoir pratiquer pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire même plus. Ce qui a été démontré, c'est que le faire en imagerie mentale, bien sûr, il y a faire en imagerie mentale et faire en imagerie mentale. Si on le fait en imagerie mentale
à la volée, un peu à la wall again, ça va être un peu compliqué. Par contre, si on suit des protocoles et qu'on est accompagné là-dessus, ça peut être très intéressant. Et dans ce cas-là, on va pouvoir réduire encore une fois la perte musculaire en lien avec la pratique, parce qu'on va venir stimuler les mêmes zones musculaires et cérébrales. Et deuxième, on va pouvoir aussi du coup entretenir ce schéma moteur d'un point de vue vraiment, encore une fois, psychologique, et pouvoir garder cette habitude, cette sensation lorsqu'on est en train de swinger, ou lorsqu'on est en train de faire un squat, par exemple. Là, on bascule un peu, mais ça me fait penser à la croyance qui influe sur ton état physique. Enfin, j'ai un bouquin là-dessus dont je ne sais plus le nom, mais qui parle de guérison miraculeuse, où notamment, ça parle j'ai plus le nom du livre, mais ça parle aussi de religion, et des gens qui sont persuadés qu'ils vont être aidés par Dieu pour guérir, ils arrivent à guérir de certaines maladies, mais du coup, j'imagine qu'il y a l'aspect mental qui joue énormément là-dessus. Enfin, je suppose que tu dois être éduqué à la chose. T'as pas mal d'exemples qui sont concrets avec un sport des sports un peu à risque, comme par exemple le freestyle au ski, ou des sports extrêmes comme le VTT de descente. Il y en a beaucoup du coup qui ont eu des blessures souvent au niveau un peu des cervicales, qui a du coup créé des... lorsqu'on peut plus marcher, on est tétraplégique. Et par la force, comme des fois on l'entend dans les médias, du mental, ils ont été capables de remarcher par rapport à ça. Notamment, il y en a un qui est assez connu, qui était passé dans une émission française, où il avait eu un accident. Tous les médecins lui disaient malheureusement tu ne pourras plus remarcher. Et lui, plutôt que vouloir apprendre à utiliser un fauteuil roulant, il s'est tout de suite plongé sur de l'imagerie mentale pour pouvoir s'entraîner à remonter à vélo comme avant son accident. En lien avec ça, tu vas avoir un peu de l'imagerie mentale, mais surtout ce qui va des fois expliquer ça, c'est un peu le dialogue interne. Donc les dialogues internes, c'est toutes les pensées que tu vas avoir. Et notamment, tu as pas mal d'études sur le phénomène d'auto-persuasion, qui des fois il porte le nom d'effet Pygmalion, en hommage à une vieille légende crétoise de Pygmalion, qui était un sculpteur, qui avait sculpté une déesse, et qui a sculpté en pensant tellement fort à elle, qu'à la fin, la déesse, elle a pris vie à travers sa sculpture. Donc pour un petit clin d'œil, ils ont donné ce nom à ce phénomène-là, pour garder cette image de tellement tu veux quelque chose, que c'est quelque chose qui se produit. Et si on reste après dans le cadre scientifique, ils ont fait des études, par exemple avec des universitaires au basket aux États-Unis. Donc ils ont mixé des post-bac, donc des universitaires. Ils ont mixé garçons-filles, peu importe le sport, et leur ont demandé de faire 10 lancers francs. Donc comme ça paraît simple. Sauf qu'il y avait un groupe où on leur disait vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver, c'est une tâche facile pour vous, vous allez être capable. Une autre tâche, vous n'êtes pas les meilleurs, vous n'êtes pas du tout SP basket, mais accrochez-vous, faites du mieux que vous pouvez. Et l'autre, juste prenez le ballon et shootez. Groupe témoin. À votre avis, qui c'est qui a eu les meilleurs résultats ? C'est le groupe qui a eu du coup le plus de dialogue positif, qui a eu un résultat au-dessus de la moyenne, enfin au-dessus du coup des deux autres groupes, avec justement le groupe qui a eu les indications plutôt négatives, de dialogue négatif, qui a eu la performance la plus basse en lien avec ça. Et comme ça, tu as plein d'études sur du milieu scolaire aussi, ça a été prouvé. Enfin, il y a plein de choses comme ça intéressantes. Là, du coup, ça fait un lien, à mon sens, avec les facteurs environnementaux. Donc là, tu parles d'études où il y a entre guillemets une mise en scène qui est faite pour les besoins d'études. Dans la vie courante, des gens qui ont on va dire des facteurs environnementaux négatifs, est-ce que comment est-ce que toi tu travaillerais avec quelqu'un qui a plutôt été impacté négativement, on va dire, et pour renverser la balance, quoi. Si on reste sur le dialogue interne, c'est deux choses à faire. C'est déjà, encore une fois, lui expliquer le phénomène. Déjà, lui expliquer que si on va dire, par exemple, à Flo, de ne pas stresser, de ne pas avoir peur, Flo, il va penser à une seule chose, au stress et à la peur. Donc déjà, des fois, même involontairement, sans le savoir, même si je veux du bien à Flo, je vais peut-être lui montrer le comportement qu'il souhaite éviter et ne pas avoir. Donc déjà, lui expliquer un peu ce phénomène-là, lui expliquer tout ce qui est sous-jacent à ce phénomène scientifique, et après, du coup, l'entraîner à faire deux choses. À créer, du coup, un filtre par rapport à ça, c'est-à-dire que quand Flo ne me dit, par exemple, de ne penser à rien,
bah, moi je comprends que c'est penser à cette intention précise. Si Flo il me dit ne lâche pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, bah, je sais qu'au final ça veut dire bah, continue, persévère, tu vas y arriver, etc. etc. Transforme. Exactement. Je me crée un filtre qui permet de transformer les phrases qui vont être sur de la contre-performance sur quelque chose qui va être beaucoup plus axé sur de la performance. Et le deuxième, c'est bah, faire la même chose pour nous, c'est-à-dire penser constamment à ce que je veux atteindre plus que ce que je veux éviter. Et tu penses pas qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier d'un discours négatif dans la préparation mentale? Et ben, Parce que j'ai beaucoup vu ça en compétition. On a quelques préparatrices mentales qui sont dans la force athlétique, et il y a beaucoup ce truc du discours positif qui émerge. Et alors moi c'est à titre personnel, mais je sais que je réponds pas du tout à ça. Si tu me dis amuse-toi, c'est genre amuse-toi Flo, tu vas y arriver et tout. Genre moi ça me fait un peu l'effet inverse, et j'ai besoin d'un discours plutôt négatif pour être cru. Je vais me dire voilà, si tu rates là t'es une pute, tu vois. Et ça va me, non mais faut dire les termes, et ça va plutôt me transcender à réussir justement, plutôt que d'être dans le discours positif. Du coup je suis curieux, vu que tu appuies sur le discours positif. Et bah du coup dans ce cas-là, pour moi c'est pas du discours positif. Dans ce cas, ce que tu me dis là, ça c'est du discours positif pour toi. Mais par contre, prendre du plaisir, ça sera du coup du discours négatif. Quand je mets ces deux termes, j'explique bien à mon athlète que du coup, le discours positif, c'est du discours qui t'amène sur de la performance, peu importe le contenu des phrases, mais c'est ce qui va t'amener sur de la performance. Donc c'est contextuel. Exactement. Ça va dépendre de deux choses, bah, plutôt de l'environnement ou de la discipline sportive et de la personnalité de la personne. Mais par exemple, en sport de combat où on peut avoir souvent ce type de dialogue, ça sera du discours positif parce que ça va du coup te tirer vers le haut dans ta performance. Pour te donner un ordre d'exemple, sans du coup être sur des termes comme ça assez crus, mais par exemple pour des sports d'endurance, comme je bosse beaucoup avec des trailers, etc., bah, imagine un gars qui fait un trail, qui a 70 bornes à faire. Au bout d'un moment, peut-être que penser à sa famille, ça peut être un discours négatif. Parce que du coup, ça va le sortir de sa performance, ça va peut-être lui donner envie d'abandonner, de réduire la vitesse ou autre. Donc là, ça sera un dialogue négatif pour lui. En revanche, peut-être quelqu'un qui, à la fin, va penser à sa famille et va être content, et du coup, ça va le galvaniser, ça va aider dans sa performance. Là, ce sera du coup un dialogue positif. Tout dépend du coup les mots et l'impact que ça a, et c'est ça la différence entre un discours positif et négatif. Donc, là, on comprend que c'est contextuel, et juste pour que tu me dis si je me trompe, mais la négation, du coup, veut pas dire négatif pour l'athlète. Ça peut être le cas, j'imagine, pour même beaucoup de monde, mais c'est pas nécessairement toujours C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, elle va être négative, ça va souvent être selon l'axe que ça va être. Par exemple, je m'explique. Dans des études, encore une fois, ils ont montré que, par exemple, c'était un dialogue négatif avec de la négation cette fois. Donc, un dialogue avec de la négation sur un élément technique, pour, par exemple, un amateur, ça va être un dialogue souvent négatif. Pour un expert, par contre, ça va être un dialogue qui peut être positif. Je m'explique. On prend, par exemple, un power. Si, par exemple, on parle, je sais pas, le squat. Par exemple, si moi, je suis débutant, tu me dis, Léo, ne sois pas trop écrasé à l'impact sur ton squat. Moi, du coup, on va avoir une négation dans ta phrase. Moi, je suis débutant, je ne vais pas savoir quoi faire, je ne vais pas savoir arriver à le transformer. Donc, ça va être souvent avec une conséquence négative pour ma performance. En revanche, Adrien, avec le respect qu'il a pour moi, il est quand même bien plus performant que moi sur le squat. Lui, si tu lui dis ça, il va être capable quand même d'arriver à transformer cet élément technique. Et si tu lui dis de ne pas être trop écrasé, peut-être qu'il va le traduire par « Ok, il faut que je sois plus compact, peut-être qu'il faut que je bosse sur mon bracing, peut-être qu'il faut que je mette un autre élément en place, etc. etc. » Donc selon le niveau d'expertise, ça va avoir un impact. Et après, selon aussi le domaine. Sur l'aspect technique, ça a été démontré. Sur l'aspect mental, aujourd'hui, je me rends compte que très très peu d'athlètes avec lesquels j'ai collaboré a des facilités à faire la même chose. Qu'on soit amateur ou expert, pour moi, du moment qu'on va utiliser la négativité sur des phrases, n'aie pas peur, ne stresse pas, ça va avoir bien souvent, peu importe le niveau, un aspect négatif pour sa performance. Parce qu'il va avoir du mal vraiment à le transformer. Donc sur les éléments techniques, je te rejoins. Sur les éléments mentaux, en revanche,
aujourd'hui, c'est soit parce qu'ils sont trop bons et qu'ils ne travaillent pas avec moi, ou soit qu'ils sont trop bons, qu'ils ne travaillent plus avec moi, que je l'observe moins là-dessus. Mais c'est super intéressant. Et voilà, en t'entendant parler, j'ai l'impression qu'il y a un panel d'outils presque infini. Enfin, infini. En fait, il y a beaucoup, j'ai l'impression c'est une impression, hein, tu me dis si je me trompe, qu'il y a un aspect de créativité assez élevé venant du préparateur mental. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'il y a des catégories d'outils à utiliser, puis après, toi, tu pioches dedans, ou est-ce que c'est... Comment ça se passe? Si on reprend, par exemple, le TOPS du début, en gros, on va avoir, par exemple, 9 habiletés mentales qui vont être mesurées par ce test. Donc, par exemple, l'OMSAT, il y en a plus, mais par exemple, dans le TOPS, il va y en avoir 9. Tu vas avoir le niveau d'activation. Donc, ça va être la capacité à se galvaniser, à s'éveiller, à, autrement dit, se surexciter, quoi. On va avoir au contraire la relaxation. C'est l'antagoniste, c'est l'inverse. Notre capacité plutôt à se détendre, à se relâcher, à retrouver un état calme. Après, tu vas avoir du coup l'imagerie mentale, du coup, qui est la capacité à se visualiser, se voir en train de pratiquer mentalement. Tu vas avoir la fixation d'objectifs, encore une fois, qui te permet d'avoir du coup une ligne directrice à suivre pour atteindre ce que tu veux. Après, tu vas avoir le contrôle des émotions, le contrôle de l'attention également. Tu vas avoir toutes les pensées négatives qui vont être mesurées, tout ce qui va être le dialogue interne également. Et le 9e, c'est l'automaticité, qui est le fait de faire encore une fois une action de manière fluide, efficace et automatique qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Okay. Et ton diagramme initial, il est un peu basé sur ces... C'est ça, c'est les 9. C'est les 9 qui sont mesurés, du coup, mais je te le montrerai si jamais, avec du coup, au centre, le score de 1, parce que c'est le plus petit score que tu peux avoir. Le score maximum que tu peux avoir, c'est 5, parce que chaque item est mesuré sur 5. À 0. Bah, tu peux pas être à 0, parce que l'échelle, elle commence à 1. Et du coup, pareil, après, tu peux le découper en 2, tu peux découper la partie entraînement versus compétition, ce qui est super intéressant dans des disciplines, comme notamment nous, la F1, parce que du coup, je peux avoir quelqu'un, son diagramme peut paraître good, mais si je rentre dans le détail, il va peut-être avoir un niveau d'entraînement très bien, un niveau de compétition beaucoup moins bien, avec beaucoup d'axes d'amélioration. Donc c'est important de pouvoir dissocier les deux. Voilà. Et après, moi, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir le comparer après à une moyenne, à une data. Donc dans les études scientifiques, tu as une data, pareil, où ils vont dissocier les sexes, hommes, femmes. Ils vont découper aussi avec des niveaux de pratique, loisirs, régionaux, nationaux, internationaux. Mais ça reste du coup des sports mélangés. Et moi, du coup, comme je vous l'ai dit, avec l'expérience que j'ai pu du coup créer une base de données avec quasiment cinquantaine d'athlètes de FA avec lesquels j'ai collaboré, qui me permet du coup d'avoir cette base de comparaison et de pouvoir vraiment me dire, ok, là, oui, on va avoir un profil qui va être au-dessus de cette moyenne sur cet item-là. Là, en revanche, il sera au-dessous de cette moyenne et là, ça pourrait être un axe d'amélioration. Et du coup, là, par rapport à ces 50 athlètes, la base de données que tu t'es faite, est-ce qu'il y a des items, du coup, si c'est le bon terme, qui reviennent fréquemment? Est-ce qu'il y a des profils qui ressemblent où tu arrives à... Ouais, globalement, sur les athlètes de FA, là, sur mon échantillon, qui reste du coup avec beaucoup de Français, quelques étrangers, mais beaucoup de Français, on va avoir du coup une capacité d'activation au-delà des autres sports et de ce qu'on peut retrouver dans le TOPS de manière générale. En revanche, on va avoir un gros axe d'amélioration sur les niveaux de relaxation, ce qui revient à ce qu'on disait sur le fait d'être capable de fluctuer notre niveau de hype au fur et à mesure de la compétition, parce qu'on est très fort pour s'activer, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas les outils pour se relaxer, et pour économiser de l'énergie et des ressources et durer dans son match, c'est très important. On va avoir principalement ça. Après, on va avoir aussi des fixations d'objectifs qui vont être au-dessus encore de ces moyennes. On a des profils quand même qui savent dans le temps ce qu'ils veulent atteindre et comment y parvenir. Et après aussi beaucoup d'axes d'amélioration sur la partie émotionnelle. Comme on est sur une pratique où la discipline, c'est beaucoup d'entraînement pour moins de compétition, c'est sûr que la compétition va être presque sacralisée, en tout cas va être très importante. Donc d'arriver à prendre ça en compte et de se préparer mentalement. T'en as beaucoup qui te contactent pour des problématiques de burn-out ou ce genre de truc, de saturation mentale, ou toi c'est pas forcément là-dessus que tu travailles
Le burn-out sportif, nous, en préparation mentale, on peut arriver à déceler des signes avant-coureurs de ça. Après, vraiment, quand il va être un burn-out, ça va être très compliqué. Là, ça va plus être facile, ou en tout cas préconisé de le réorienter avec un psychologue, du coup, parce qu'on va vraiment être sur une pathologie, quelque chose un épuisement très profond. Et souvent, du burn-out, on met plusieurs mois avant de s'y remettre, de s'en sortir et de s'en remettre. Moi, en revanche, mon travail, c'est de pouvoir faire en sorte d'arriver à prévenir un peu les risques et les signes avant-coureurs de ça. Donc, autrement dit, on va avoir déjà la notion de plaisir qui va être importante. Si j'ai un athlète qui me dit de moins en moins qu'il prend du plaisir à préparer une échéance, à s'entraîner, on va pouvoir commencer à se questionner. Est-ce que du coup tu prends moins de plaisir par rapport au programme de tes séances? Est-ce que tu fais trop de mouvements répétitifs? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des variantes là-dessus? Est-ce que c'est l'heure de la charge d'entraînement qui est trop importante et de pouvoir la réduire? Est-ce que mettre une autre activité, ça pourrait être intéressant, une activité complémentaire? Du coup, concrètement, je suis curieux. Si tu as un athlète qui est un peu s'approche du burn-out mental, que tu commences à être sur de la fatigue mentale plus, ouais. Il perd son plaisir, etc. T'as quoi comme levier, toi, en tant que préparateur mental à ce niveau-là? Parce que j'imagine que tu peux éveiller l'athlète sur ses possibilités, mais est-ce que tu as d'autres leviers entre guillemets concrets que tu peux mettre en... Là, on parlait par exemple de l'aspect plaisir, donc de pouvoir lui dire, ok, qu'est-ce qui te fait plaisir, et du coup de lui créer un peu un électrochoc, une introspection pour dire, finalement, moi ce que je kiffe, c'est m'entraîner, peut-être qu'il y a du monde, et en fait, peut-être que là je m'entraînais quand il n'y avait personne, du coup de pouvoir jouer sur ce levier, dire, Flo, j'ai réfléchi avec Léo, j'aimerais bien du coup juste m'entraîner un peu plus tard là-dessus pour que je puisse être avec des camarades à ce moment-là. Peut-être là, Flo, je viens de sortir ma compète, j'ai besoin de peut-être une semaine de plus pour pouvoir couper, j'ai envie d'aller faire de l'escalade, de faire un autre sport co, peu importe, un truc qui le change. Sur l'aspect aussi sommeil, tout ce qui peut être intéressant, parce que si on a du coup ces signes avant-coureurs, on va avoir beaucoup plus de sensations de fatigue, donc de pouvoir prévenir sur le sommeil et vérifier qu'il s'endort bien, voir un peu sa routine qu'il a de préparation au sommeil. Si je me rends compte que le gars, en fait, il passe 1 heure avant de s'endormir sur les réseaux, ça peut être du coup quelque chose qui va stimuler son activité cérébrale et du coup, au contraire, être antagoniste avec la préparation au sommeil. Donc de lui dire, ça pourrait être intéressant que tu trouves une autre façon. Peut-être lire un livre, peut-être avancer ton heure de coucher, ou peu importe, trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut être aussi sur la perception de motivation. On vient d'être champion d'Europe, champion du monde ou champion de France, et peut-être on n'a pas d'autres objectifs plus que ça. Donc ça peut être intéressant de se cogiter sur qu'est-ce que je veux faire après cette compétition. Là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de faire du only bench? Est-ce que j'ai envie d'aller faire un peu de bras de fer? Est-ce que j'ai envie d'aller faire du body ou du street par exemple, de pouvoir tester des choses? De pouvoir remettre un cadre, remettre une structure, et ça je le travaille beaucoup avec les athlètes et des fois aussi beaucoup avec des coachs qui sont passés d'athlètes à du coup coach et qui ont un cadre de vie qui est totalement différent, avec peut-être des fois moins d'interaction avec l'extérieur et d'autres leviers qui peuvent être intéressants à aller chercher. Donc tu vas aider l'athlète dans ce processus de réflexion. Ouais, et pourquoi je le fais? Parce que du coup, dans déjà l'expertise que j'ai avec le mode de vie, le mode de fonctionnement des athlètes, j'arrive bien et mieux à le comprendre par rapport à ça. Donc c'est plus facile pour pouvoir échanger. Et de deux aussi, pareil, comme je me suis beaucoup orienté sur les doubles projets, en final, en FA, la plupart des athlètes, 95% des athlètes avec lesquels je bosse, ont une double activité à côté. Et par rapport à ça, ils ont toujours ce double projet. Un projet pro, projet sportif, comment ils arrivent à articuler les deux. Et des fois, on peut rajouter le projet un peu personnel avec la famille, qui fait que c'est une articulation des fois qui est un peu difficile. L'aspect social. On sait qu'on a des fois les athlètes qui vont avoir une diète particulière. Comment on fait pour les sorties avec les autres, avec les copains qui n'ont pas du tout cet environnement-là? Est-ce qu'on se coupe à eux et on reste du coup dans un bouillon de culture avec des powers, ou on s'ouvre à eux mais on met des choses différentes en place? Et c'est ça qui peut être intéressant. Pour limiter par exemple le burn-out, c'est pas de se voir uniquement Flo, Adrien comme uniquement des powerlifters, mais vous êtes bien plus que ça. Et des fois d'arriver à se décoller cette étiquette pour s'en coller plusieurs, c'est ce qu'il faut faire. Et ça a été pareil dans plein de sports où si tu t'associes trop avec une seule étiquette, c'est très bien, si ça marche. Ta confiance en toi elle va évoluer, tout va aller très bien. Mais le jour où tu vas avoir un grain de sable,
bah, ça va s'effondrer. Et du coup, tu vas peut-être te dévaloriser, te dénigrer, moins t'aimer. Alors qu'en réalité, bah, tu restes toujours la même personne. Et c'est important de mettre ses œufs dans différents paniers en lien avec ça. On le voit beaucoup en force, ce phénomène. Et du coup, toi, tu le constates aussi dans les autres... dans les autres disciplines. Il y a des disciplines particulières où hors de la force, où tu as pu le constater. La force, on le retrouve beaucoup parce que c'est, mine de rien, ça prend du temps parce qu'on a vraiment des fois des séances qui peuvent être longues, on en a plusieurs, on a besoin d'avoir cette discipline, tu vois, qu'on a dans le temps. Et après, on va le retrouver aussi beaucoup dans les sports médiatisés. Tu vois, par exemple, on a eu des exemples dans certains sports collectifs comme des footballeurs. Je pense par exemple, le premier qui m'avait marqué avec ça, c'était le joueur néerlandais Grégory Van der Wiel, qui avait signé du coup au PSG. À l'époque, il devait avoir peut-être un peu plus de la vingtaine, 22, 23 ans, qui vient d'un club des Pays-Bas, qui signe du coup au Paris Saint-Germain, qui est annoncé un peu comme un futur crack, une future star à son poste. Au fur et à mesure des matchs, il enchaîne les contre-performances. Et il commence du coup, comme il était sous le feu des projecteurs, à être critiqué. Et lui a eu du mal, mais il l'a évoqué après, à justement encaisser des fois ces critiques de la part des médias. Et en fait, il avait presque l'impression qu'on l'attaquait en fait lui-même en tant que personne. Et du coup, c'était vraiment juste Grégory Van der Wiel, le footballeur. Et en fait, avec chaque remarque, on l'attaquait lui. Ce qu'il a fait par la suite, il a rebondi dans d'autres clubs et après il a diversifié ses activités. Il a investi par exemple dans d'autres business comme par exemple la mode pour pouvoir se dire j'ai ma carrière en tant que professionnel au football, en tant qu'aussi que de chef d'entreprise dans mon business et à côté pareil j'ai une famille où je vais avoir du coup déjà 3 domaines de compétences par rapport à ça. Comme ça lorsque l'un va être en difficulté, les 2 autres vont être là pour pouvoir l'aider, temporiser par rapport à ça. Et ça, on peut le retrouver pour des cas de blessures là-dessus. On peut le retrouver aussi pour des cas de contre-performance. On peut l'avoir dans plein de cas là-dessus. Et tu vois, pareil, au rugby, Thomas Ramos, qui, malgré être le meilleur marqueur du 15 de France, dans une interview, il disait qu'à côté, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, il était agent immobilier pour une boîte à Toulouse. Alors que je pense... S'il nous écoute, il nous dira, mais il n'a pas besoin de cette activité pour vivre. Mais par contre, d'un point de vue mental, c'est quelque chose qui lui permet d'avoir comme une bouffée d'oxygène par rapport à ça. Ok. Je vais te poser une question que du coup tu nous as plus ou moins posée dans ton podcast. Est-ce que d'après toi, tout le monde bénéficierait d'un préparateur mental ou qui bénéficierait d'un préparateur mental? Est-ce qu'il y a des profils qui vont s'y prêter plus que d'autres? Pour moi, honnêtement, tout le monde va en bénéficier. Du moment, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, qu'on est intéressé, qu'on a envie de le faire, on va en bénéficier. C'est sûr qu'après, si c'est forcé et que c'est imposé, ça commence déjà sur des mauvaises bases. Après, si on arrive à comprendre on imagine dans la performance sportive, il y a 4 facteurs. L'aspect athlétique, l'aspect du coup technique, l'aspect aussi tactique, stratégique qu'on peut retrouver sur le genre des compétitions et l'aspect mental. Bien sûr, on peut rajouter aussi l'aspect alimentaire, l'aspect nutrition, tout ce qui peut être la préparation invisible. Ça va être quelque chose à comprendre et du moment qu'on veut développer ça, on va devoir passer par l'entraînement de ces habiletés mentales-là. Donc on peut le faire soit découverte par soi-même, documentation, lecture ou autre, soit vous les coachs, mine de rien aussi, moi je m'appuie aussi beaucoup là-dessus. J'aime bien des fois dire que les coachs, vous êtes quand même les premiers préparateurs mentaux des athlètes, dans le sens que c'est vous qui avez le plus d'interaction par rapport à ça. Donc vous pouvez être soit les meilleurs préparateurs mentaux, soit vous pouvez être aussi ceux avec le plus d'axes d'amélioration, mais en tout cas vous avez aussi beaucoup de leviers sur l'aspect psychologique des athlètes. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je priorise? Est-ce qu'encore une fois je veux prioriser du coup l'aspect technique parce que je suis nouveau dans la FA? Est-ce que je veux développer l'aspect force, l'aspect physique plutôt? Est-ce que je vais développer l'aspect diète? Parce que du coup je me rends compte que mon poids varie beaucoup trop ou des fois je vais avoir des pertes de force lorsque je dois faire des cuts. Est-ce que c'est l'aspect réhab parce que j'enchaîne les pépins par rapport à ça? Ou est-ce que c'est l'aspect psychologique parce que je sens que soit j'ai besoin de plus pour m'épanouir, pour franchir un cap particulier, comme ça a été le cas avec vos athlètes tout simplement. Donc c'est ça, mais à mon sens, c'est pour ça aussi que je fais ce métier. C'est par mon passé de sportif de haut niveau,
j'aurais aimé pouvoir en bénéficier, que ça soit dans ma vie sportive, ma vie personnelle ou ma vie scolaire. Donc je me dis, autant faire quelque chose que j'aurais aimé qu'on puisse me proposer lorsque j'étais plus jeune. Là, tout à l'heure, tu disais un truc intéressant sur le fait que le coach avait été un élément, on va dire, puissant dans la préparation mentale. Est-ce que ça t'arrive, quand tu suis un athlète, de déceler quelque chose et de passer directement par le coach, de communiquer directement avec le coach plutôt que passer par l'athlète sur certains points? Un peu moins, pour une seule raison, c'est pour un peu la confidentialité. D'accord. Pareil, comme on l'a dit au tout début, moi je mets un cadre aussi à l'éthique, à la déontologie avec mes athlètes, et de faire en sorte que ce qui reste avec l'athlète, ce qu'on se dit, reste globalement avec l'athlète. Sauf s'il souhaite du coup que moi j'en parle directement au coach, et dans ce cas-là, moi je peux envoyer un message à Flo, envoyer un message aux autres coachs avec lesquels je collabore, pour leur informer de ça. Mais c'est aussi ma liberté que j'ai en étant du coup intervenant un peu extérieur, en étant aussi à mon compte. C'est que je dépends d'aucune structure, même avec les teams avec lesquels je collabore, c'est de me dire non, je travaille avec l'athlète. Ce qui se passe avec l'athlète reste avec l'athlète. S'il souhaite en parler, le médiatiser, ce qui était le cas par exemple de Pauline et de Théo, libre à eux de le faire. S'ils ne souhaitent pas le faire, libre à eux aussi de le faire. Et s'ils souhaitent qu'on en parle avec les coachs, avec plaisir. Si, comme on le disait ce matin, si un jour il y a un coach qui me dit « Léo, j'ai vu avec mon athlète, on a envie de faire justement la dernière visio avant la compétition ensemble pour parler du game plan et on aimerait que tu sois là », avec plaisir, je viens. Et c'est vraiment dans cette prise de décision de la part de l'athlète et uniquement dans encore une fois, sa volonté. C'est cette personne-là qui décide et uniquement elle. Ok. Du coup, déjà, est-ce que c'est une bonne idée, une personne qui voudrait s'initier à la préparation mentale en autodidacte? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as des conseils ou des ressources à présenter? Pour moi, c'est comme tous les facteurs de perf, c'est super intéressant de pouvoir se sensibiliser et de pouvoir avoir des connaissances en lien avec ça. Aujourd'hui, la dérive à ne pas avoir, c'est se former très peu ou pas du tout, et demain, dire qu'on est préparateur mental, et ça pourrait être un peu la dérive extrême là-dessus. En revanche, moi, ce que je trouve pour les coachs, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir dire, l'aspect mental prend une grosse partie de la performance en force athlétique, et c'est de dire oui, je vais essayer de trouver des outils, des connaissances, des théories pour mieux comprendre ce phénomène. Et il en existe. Et du coup, c'est de se dire, je veux comprendre de manière globale la performance de mon athlète. Ça ne veut pas dire forcément que je veux être expert sur cet aspect-là, mais d'avoir au moins des notions, des connaissances pour pouvoir me dire, ok, demain, je peux peut-être aider mon athlète à passer d'un état A à un état B, ou peut-être je peux lui dire, non, comme moi tout à l'heure avec le burn-out, de dire non, là ça dépasse mes qualités, mes compétences, et je le réoriente vers un autre préparateur mental, un psychologue du sport ou autre, pour justement pouvoir travailler sur cette thématique de manière différente. Au-delà de la casquette du coach, des fois c'est à l'initiative de l'athlète qui veut s'essayer justement à ça pour voir s'il peut avoir un gain de performance ou ressentir le besoin, mais il va pas tout de suite faire le pas à c'est un service qui reste payant, à payer pour un préparateur mental. Donc il peut avoir envie déjà de tester et de s'initier par lui-même. Est-ce que tu as des conseils à donner pour un athlète sans avoir forcément un truc super personnalisé, mais déjà qu'il puisse expérimenter je sais pas si tu vas recommander en première intention de la visualisation ou quel type d'exercices peuvent être intéressants pour un public général. Enfin, moi, je pense à la visualisation parce que c'est ce que j'ai pu utiliser en autodidacte, et généralement, c'est là-dessus que j'ai tendance à basculer mes athlètes quand ils commencent à me parler de préparation mentale, et puis après, si je vois qu'il y a besoin d'aller au-delà de ça, je vais faire comme tu as dit, je vais rediriger vers quelqu'un dont c'est le travail et qui est compétent pour ça. Mais en première intention, qu'est-ce que peut faire un athlète selon toi ? Un athlète du coup qui est accompagné par des coachs comme vous, de pouvoir déjà les questionner, de pouvoir dire ok, moi je suis curieux sur la préparation mentale, qu'est-ce que vous connaissez ? C'est déjà mon premier conseil, de se rapprocher directement de leur coach pour pouvoir avoir des réponses. Et après le deuxième, c'est de cibler. Il y a énormément de confrères, de consoeurs qui font du contenu très bien sur les réseaux, soit sur du Instagram, sur du YouTube,
et d'autres plateformes où ils vont être capables de vulgariser, dans le sens expliquer simplement les théories scientifiques, donner des exercices, donc de se rapprocher de ces contenus-là, avec du coup, encore une fois, bien vérifier, par exemple, le niveau diplôme, les compétences et les formations de ces personnes-là pour avoir vraiment quelque chose de très carré et éviter d'être dans cette dérive, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui qui existe en France. Et après, une fois qu'on a mis ça en place, de pouvoir tester sur soi-même et de se dire, ok, oui, c'est quelque chose qui me parle. Peut-être que quelque chose où j'arrive à progresser un peu tout seul. C'est sûr que si on est tout seul, on va peut-être progresser moins vite, mais au moins peut-être on va déjà commencer à pouvoir progresser. De pouvoir déjà se faire une première idée. Et après, si on voit que ça nous plaît et qu'on aimerait aller plus vite, là, de contacter quelqu'un, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, et de dire, j'ai envie de travailler, j'ai envie de tester la préparation mentale, et voici, propose-moi quelque chose pour m'aider dans ce sens-là. Ok. Et on va revenir sur on a parlé de visualisation tout à l'heure, mais là, tu vois, moi je te disais, en première intention, c'est là-dessus que je vais... Enfin, c'est juste un outil de préparation mentale parmi tant d'autres, mais dans le contexte de la préparation en force athlétique, où il y a un gros élément technique, la visualisation, je pense que ça a sa place à peu près pour tous les athlètes. Tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas. Et je pense que c'est un bon moyen, en tout cas moi de ma perspective, d'initier les athlètes à ça. Du coup, sur cette initiation initiale, cette initiation au départ, à la visualisation, tu aurais plus tendance à conseiller de la visualisation à la première ou à la troisième personne quand un athlète si un athlète a envie de s'y mettre. Tout dépend ce qu'il veut travailler. L'imagerie, c'est super intéressant et on peut vraiment travailler énormément de choses avec. On peut travailler l'exécution d'un geste technique, on peut travailler de la mémorisation de l'apprentissage d'un geste, on peut travailler sur l'ancrage par exemple d'une sensation précise, on peut travailler également de la relaxation avec. Donc en fait, tout va dépendre vraiment de la thématique qu'il veut mettre en place. S'il veut vraiment rester sur de la perf, sur l'optimisation de la perf, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se focaliser sur un mouvement et de le faire à travers ses propres yeux, de s'entraîner à ça, pour pouvoir justement lui permettre de refaire les mouvements en essayant d'aller chercher cette sensation, cette intention particulière qu'il doit avoir sur ce mouvement. Donc ça peut être intéressant. Si en revanche, lui, il veut plus travailler sur l'aspect un peu plus bien-être, mieux-être, être détendu, être plus calme, là, il peut faire de l'imagerie à la troisième personne en se visualisant, par exemple, dans un lieu un peu refuge, où il se sent bien, où il se sent tranquille, un peu sa safe place. Ça peut être à la montagne, ça peut être... là, j'ai fait ça avec un jeune qui fait du tennis, et... quand on a parlé de ça, il m'a dit l'imagerie, j'aimerais bien le mettre en place. On l'avait déjà un peu travaillé sur l'aspect service, qui était très important pour lui. Qu'on peut pareil faire un pont avec l'aspect force artistique. Et il m'a dit j'aimerais bien aussi le mettre en place sur des changements de côté où là je me sens un peu envahir par des émotions négatives. Je lui dis ça marche. Je lui explique du coup que ce qu'on a appris avant, on peut la réutiliser juste en se visualisant pas l'aspect tennis, mais peut-être loin de ce terrain de tennis. Et si à ce moment-là, il devait aller loin du terrain de tennis, il irait où? Et j'étais étonné, il me dit, j'irais dans un champ complètement seul, un champ qui est tellement loin qu'il n'existerait même pas, avec au milieu un point d'eau. Je dis, ça marche. Donc il me dit ça, je dis, ça marche, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration et visualise-toi dans ce champ-là. Donc imagine peut-être l'aspect nature autour de toi. Et imagine peut-être aussi de voir le ciel, la certaine couleur qu'il a, la couleur de l'eau, de voir aussi toi à quel endroit tu es dans ce champ. Essaye d'entendre peut-être des sons particuliers de ce champ. Essaye peut-être aussi de sentir peut-être cette sensation agréable, le soleil qui chauffe, un truc en tout cas qui le met bien, qui le décontracte et qui fait qu'il est à l'aise. Et après je lui dis ok ça marche. Termine cette imagerie mentale par une mot-clé ou une image clé ou un mot-clé. Et une fois que tu as fait ça, tu sors de l'imagerie et tu peux le faire sur 1, 2, 3 minutes, sur 30 secondes. Et tu pourras le faire du coup à ton prochain changement de côté. Bien sûr, si tu t'entraînes et si tu le reproduis, pour passer d'un état où je commence à voir rouge écarlate à je reviens beaucoup plus tranquille. Ferme les yeux, changement de côté, je suis assis, je mets ma serviette et je suis tranquille. Ok, intéressant. Et pour l'aspect
Pour l'aspect visualisation, je reviens dessus. Tu as parlé de l'aspect performance, du coup. Ouais. Donc, tu conseillerais aux athlètes qui veulent s'y tester de le faire plutôt chez eux, en amont de la séance, avant l'entraînement, plutôt la veille ou plutôt pendant la séance, en première intention. Est-ce qu'il y a un mieux ou ça va être selon ce qui est convenient pour l'athlète? De possibilités, encore une fois, tu vois, si on est sur l'aspect vraiment technique, comme tu disais, ça peut être intéressant de le faire pendant, si tu veux réactiver un peu comment dire, avoir un peu une trace assez fraîche, tu peux lui demander de le faire juste après, par exemple. Parce que comme il l'aura fait juste avant, ça va lui faciliter la création des images. Il n'aura pas forcément besoin de trop réfléchir. Ah, donc pas avant, plutôt après. Si tu le fais avant, il faut plus l'axer du coup sur quelque chose qu'il connaît bien. Soit du coup c'est dans la salle où il a l'habitude, ou soit c'est un souvenir qui l'a marqué un peu. Souvent, tu vois, pour commencer, je demande à mes athlètes de visualiser la barre, par exemple, qu'ils ont le plus facilement réussi de toute leur carrière. Et pareil, je vous pose la question, peut-être vous avez une barre qui vous vient directement en tête, où vous dites « Ah ouais, cette barre-là, je me rappellerai peut-être toute ma vie sans problème ». Et de le refaire en imagerie mentale, ça permet de réancrer encore une fois ce geste. Donc ça peut être très facile de le faire, parce qu'on l'a encore bien ancré en tête. Des fois, si par exemple, je sais pas, si cet après-midi on a une séance et qu'on doit faire 250 au squat, et ben si peut-être ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, ou si peut-être on le fait dans une salle qu'on connaît pas, ou X chose, ça peut être plus difficile d'avoir justement des repères en lien avec ça. Donc là, je le ferai peut-être pendant, ça peut être intéressant, tout en essayant aussi de contrôler cette fatigue qu'il pourrait avoir. Est-ce que si on le fait trop avant, ça pourrait pas lui créer la fatigue? Est-ce que du coup, je le ferai pas plutôt après, pour juste ancrer le geste et lui permettre d'avoir un temps de récup par rapport à ça. Tout ça, ça se passe aussi avec l'échange de l'athlète, et plus il a expérimenté avant chez lui, en étant au calme, dans ses habitudes, dans un endroit où il se sent bien, plus il a expérimenté, plus il va savoir aussi ce qu'il a apprécié faire. Parce que pareil, là on en a parlé, mais on peut jouer aussi sur plein de variables sur l'imagerie. On peut jouer sur la posture. Moi, je dis à mes gars, par exemple, si vous faites une imagerie mentale allongée, assis ou debout, c'est pas du tout la même chose. Si vous le faites debout, vous allez avoir un état encore de relaxation qui va être plus difficile que si on est complètement allongé. Des fois, il y en a qui me disent « Ouais, je le fais allongé, j'arrive tellement à me détendre que je peux presque basculer sur du sommeil. » C'est normal. Dans ce cas-là, essaie de le mettre en étant assis. En étant assis, ok, ça marche. Si je me mets debout, à tête debout, Léo, j'ai pas réussi à m'imaginer. Les images, elles apparaissaient et ça disparaissait, c'était très très dur. Ok, d'arriver à fluctuer par rapport à ça. Avec musique, sans musique. Dans un environnement calme, un environnement bruyant, ça peut être intéressant. Yeux ouverts ou yeux fermés. Tu as plein de variables que tu peux jouer comme ça. Donc, tu vois, avant de des fois l'intégrer sur le terrain, je préfère des fois bien prendre le temps sur les paramètres, de lui faire tout expérimenter. Des fois, même volontairement, il y en a qui se reconnaîtront. Je leur dis, écoute les audios, teste, et je te dis pas plus, on en reparle à la prochaine séance. Et eux, ils vont tester plein de choses, et comme ça, ils vont revenir et me dire, ah ouais, au final, j'ai préféré le faire comme ça. Ah, j'ai moins bien aimé le faire comme ça. Et comme ça, eux, ils peuvent déjà tester, et c'est pour ça que c'est aussi en autonomie. Ils peuvent voir ce qui marche le mieux, ce qui marche moins bien. Et après, moi, je suis là pour leur poser des questions et pour pouvoir rediriger et leur expliquer pourquoi ça a mieux marché ou moins bien marché. Ok. T'as encore des... Juste une question par rapport à la visualisation sur le... Alors, je dis ça parce que ça m'était arrivé au début où j'avais énormément de mal quand je faisais mes exercices de visualisation, en fait, je faisais mon exercice et en fait, dans mon exercice au moment de remonter, je ratais mon squat. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de traiter et est-ce que ça veut dire quelque chose dans ta visualisation? Dans ma visualisation, en fait, je perdais le contrôle du truc, tu vois. Et du coup, c'était genre avant une compétition, j'arrivais, je ratais le squat. Mais ouais, voilà. Ça va souvent arriver, tu vois, et du coup, ça va être une imagerie qui va être négative. Ouais. Et si on a une imagerie comme ça négative, du coup on va ancrer la possibilité d'échec sur la remontée. Ouais. Et tu vois, en plus tu as bien précisé, c'est sur la remontée à un moment précis, peut-être même si on questionne, tu as vraiment peut-être le timing précis quand tu enclenches quelque chose de particulier où tu as associé ça. L'idée, quand ça arrive, c'est encore une fois, je leur dis bien, prenez le temps de faire en sorte que ça soit une imagerie peut-être positive. Et l'avantage dans l'imagerie, c'est comme une vidéo. C'est ça que tu paramètres tous les facteurs que tu veux. Donc si tu veux, tu peux t'amuser à décharger un peu la barre. Tu peux t'amuser à
t'as échec, à rembobiner et revenir sur ce moment-là et pour pouvoir le refaire. Tu peux vraiment jongler avec ce que tu veux. L'idée, c'est bien sûr d'avoir une imagerie jugée positive. Et encore une fois, positive, c'est j'ai réussi le mouvement à la fin. Et de pouvoir du coup rembobiner, de se dire peut-être j'enlève les barres, peut-être je reprends plus de temps par rapport à ça, pour faire en sorte d'arriver à ok, peut-être j'ai échec là, mais derrière je le fais 2-3 fois où je finis sur une note positive en lien avec ça. Et l'avantage, tu peux le faire mentalement, chose que tu peux peut-être pas faire physiquement. Tu as échec une barre à 250, tu vas pas te dire vas-y, je la refais 2 fois, 3 fois, 4 fois jusqu'à réussir. Au bout d'un moment, ça va être plus compliqué, j'imagine. Ok. Ça serait coûteux, ouais. Très coûteux. Très coûteux. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur le sujet là. Donc déjà merci Léopold. Merci à vous. Hein. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour les gens qui voudraient te suivre, faire appel à tes services ouais. Et même recourir à aller écouter ton podcast, parce que du coup tu as un podcast sur la préparation mentale qui s'appelle du coup La Mentale. Exactement, le petit jeu de mots du coup La Mentale qu'on peut retrouver du coup sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music. On peut aussi retrouver sur YouTube avec toujours une partie filmée et une partie audio. Donc où est-ce que vous pouvez me retrouver si vous voulez du coup collaborer avec moi? Je suis basé du coup à Lyon et comme on l'a dit ici, on est au 6 rue Cloche-Chap à Bourgoin-Jallieu, donc dans l'Isère. Donc ceux qui habitent dans ce secteur-là peuvent faire des séances ici dans le cabinet. Sinon après je travaille avec des athlètes de toute la France et de toute l'Europe en visio, sans problème. Donc vous pouvez me retrouver facilement, vous tapez Léopold Sapet, S-A-P-E-T sur internet, vous retombez sur mon site internet et vous avez toutes les informations en lien avec les services que je propose. Il y a des séances individuelles en one-to-one. Là aussi, pareil, je vais mettre en place une supervision. Donc ça sera un package de 3 mois à destination des entraîneurs, des nouveaux préparateurs mentaux également, ou même d'athlètes qui veulent se sensibiliser, découvrir l'aspect mental. Donc c'est quelque chose que je lancerai sur la rentrée 2025. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez également avoir toutes les infos et en bénéficier. Et après sinon classiquement Instagram également avec du coup Sapet préparation mentale pour pouvoir me trouver sur les réseaux. On mettra toutes les infos de Léopold du coup en description du podcast sur YouTube et sur les applis de podcast. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur nos Instagram respectifs et sur relentlessstrengthsystem.com pour du coaching en powerlifting. Si le podcast vous a plu, pensez simplement à le repartager. Et puis on vous dit à la prochaine.